C'est le 8 mars et c'est la journée internationale des droits de la femme. Donc nous avons demandé, justement aux femmes, celles qui ont croisé les équipes de CNews, quels sont les droits aujourd'hui qui sont les plus importants pour elles. Le droit de voter. Le droit de voter. Oui. Je sais pas, parce que c'est un droit qu'on aurait dû avoir il y a longtemps. Et la liberté d'expression, c'est important. Celui qui vient de rentrer dans la Constitution, le droit à l'IVG, à être souveraine sur son corps. L'égalité salariale, ça peut être une bonne chose, je pense déjà. Et dans le travail, et puis avoir le respect au travail surtout, c'est super important. Voilà. D'avoir toujours le droit d'avorter et de disposer de son corps comme elle l'entend. Qu'est-ce que vous auriez répondu à cette question? Quel est le droit? Moi, ce serait le droit de se promener en sécurité dans la rue. Et qui aujourd'hui, à mon avis, est menacé. Parce que moi, j'ai eu en tant que femme, le seul problème que j'ai rencontré concrètement dans ma vie, c'est quand je me suis fait agresser une fois dans la rue. Et voilà, je pense que c'est un droit aujourd'hui qui était acquis et qui est en train de disparaître. Et je souhaiterais justement que le gouvernement, que l'État se préoccupe de ce droit qui est en train de disparaître. Le droit en France d'une femme de pouvoir se promener dans la rue sans se faire siffler, agresser, en sécurité, partout dans la capitale, par exemple, Paris. Il y a beaucoup de séquences qui tournent sur Twitter et j'en ai vu une ce matin d'un collectif d'avocates qui s'appelle Action Avocat. Il n'y avait pas davantage d'informations, mais j'ai trouvé que leur message était extrêmement important parce qu'en ce jour du 8 mars, elles ont pensé à ces femmes qui sont détenues dans les tunnels du Hamas. Regardez cette séquence. Action Avocat, séquence extrêmement émouvante et évidemment c'est à ces femmes qu'on peut penser durant cette émission. Et je voulais vous faire écouter également, et vous me direz si les choses changent, Delphine Seyrig. Delphine Seyrig, dans les années 70, c'était une actrice extrêmement populaire, très intello, mais pas que. Elle avait joué notamment dans Podane, où elle jouait la marraine, la fameuse marraine. Et puis elle avait... L'enfant. Pardon. On n'épouse jamais ses parents. Oui, exactement. Et elle était très militante. Et puis on la voit également dans un film de Truffaut où elle joue Fabienne Tabar. Fabienne Tabar, si vous vous souvenez de cette séquence particulière. Je vous propose de voir comment elle parlait à l'époque de sa condition. Et vous allez me dire, Eugénie, si vous trouvez que les choses ont changé. Bonheur, alors parlons-en, les femmes gagnent moins d'argent que les hommes, les femmes sont obligées, en plus de l'argent qu'elles gagnent, quand elles en gagnent moins que les hommes, d'assumer un travail à la maison qui est gratuit. Quand un homme se marie, il épouse une femme de ménage gratis. Le bonheur, c'est l'indépendance. D'abord, c'est la liberté et l'indépendance. Par là, j'entends que, puisque je suis une femme, mon bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ne dépend pas d'un homme, par exemple. Je pense qu'à partir du moment où mon bonheur dépend d'un homme, je suis une esclave et je ne suis pas libre. Je suis le type de l'esclave. Je sais exactement ce que c'est que l'image que les hommes veulent avoir des femmes. Moi, à partir du moment où je m'en rends compte et où je le dis, je deviens quelqu'un de très antipathique pour les hommes. En fait, la beauté est d'abord une chose qui passe, est une chose sur laquelle on nous apprend beaucoup à compter et sur laquelle on ne nous apprend pas. On nous apprend aussi qu'on la jette à un certain moment donné, la beauté, parce qu'elle passe, parce qu'elle est plus égale à elle-même. Ma célébrité, elle est due au plus grand des hasards et à l'appui certainement des hommes. Elle avait 40 ans dans cette séquence, elle est morte très jeune, d'ailleurs à 58 ans, Delphine Seyrig en 1990. Est-ce que les choses ont changé? Bien sûr que les choses ont changé et ces images ont 50 ans et je crois que moi ce que je reproche à une partie du mouvement néo-féministe, c'est de faire comme si la révolution n'avait pas eu lieu, comme si rien n'avait changé depuis les années 70, alors qu'effectivement il y a eu des immenses progrès. Aujourd'hui les femmes font plus d'études longues que les hommes, elles ont accès à tous les postes de pouvoir et je pense qu'il faut en prendre acte et peut-être plutôt que d'endosser les combats du passé, voir aujourd'hui quels sont les nouveaux défis qui se posent concrètement aux femmes. Je parlais de l'insécurité, je parle de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Il y a des enjeux qui sont concrets, qui se posent en 2024, qui ne sont plus ceux des années 70, 80. Et parfois, j'ai l'impression que les néo-féministes sont coincés dans ce féminisme des années 70. Vous êtes une femme jeune, vous êtes mariée récemment, vous avez 2 enfants. Delphine Seyrig parlait de sa vie personnelle et dit lorsqu'un homme se marie, il épouse aussi une femme qui va faire
faire le ménage et qui va tout faire à la maison. Ça ne se passe plus comme ça dans la jeune Demandez à génération. mon mari, je pense qu'il serait content. La femme de ménage, c'est pas le cas. Non, mais effectivement, oui. Qui a fait le dîner, par exemple, hier soir chez vous? C'est souvent moi qui cuisine, mais j'aime bien en fait, ça me détend aussi. Et c'est pas un problème d'ailleurs, je pense. Moi, je suis pour un féminisme qui prône l'égalité dans le public et la différence dans le privé. Or, aujourd'hui, le problème des féministes, c'est qu'elles prônent la différence dans le public, c'est la parité, c'est de dire je suis une femme, je dois avoir droit à tel poste parce que je suis une femme, et l'indifférenciation dans le privé. Moi, je prône l'inverse. Je pense qu'on est absolument égaux dans le public, on doit avoir accès aux mêmes postes, aux mêmes responsabilités, mais dans le privé, laissons la différence s'exprimer. En tout cas, ça nous fait plaisir que vous soyez là. C'est vrai que ça aurait été, le 8 mars, ça aurait été embêtant qu'il y ait un plateau 100% masculin. Alors est-ce qu'on a le droit de sourire quand même? Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Patrice Laffont. Il nous écoute régulièrement. Je ne sais pas s'il est à l'antenne ce matin, s'il est chez lui ce matin. On a retrouvé une archive, et c'est là où on voit que la société a changé. On est en 1973, et on va faire une émission sur les femmes, uniquement avec des hommes. Je vous jure, cette séquence, et notamment la fin, nous fait sourire, parce qu'on a le droit aussi de sourire et d'avoir un peu de dérision et de voir comment les choses ont changé. Patrice Laffont, que je salue s'il nous écoute, et regardez, ça dure 1 minute, mais c'est vraiment rigolo. Bonjour. Pour cette dernière émission de l'année 1973, nous vous avons réservé 2 surprises. La première, c'est qu'aujourd'hui, sur ce plateau, vous ne verrez que des hommes, très exactement 11 au total. Et la deuxième, qui est une conséquence de la première, c'est que nous ne parlerons que de vous, c'est-à-dire des femmes, ou plutôt de la femme. En effet, chaque être masculin a dans un coin de son cœur ou de son imagination une photographie physique et morale de ce qu'on peut appeler la femme idéale. Et cette femme revêt bien entendu une multitude d'aspects suivant les goûts ou l'imagination du soupirant. Et la plupart d'entre vous, toutes même, correspondent pour un ou plusieurs hommes à l'image parfaite. Cette femme idéale peut être un rêve ou simplement un rêve, mais quelquefois elle peut être aussi la compagne que nous cherchons et avec laquelle nous souhaitons faire notre vie. C'est donc de cette femme idéale que nous allons parler aujourd'hui, nous allons essayer de la cerner. Ne nous en veuillez pas trop de vous mettre ainsi sur la sellette, et en plus de ça, de donner la parole simplement à des hommes. Vous la reprendrez très vite, cette parole, dès le début de 1974, et avec en plus un acquis, peut-être un acquis, le fait de savoir ce qu'il faut faire ou ce que vous pouvez faire pour nous plaire encore plus en 1974. Mais je vous assure, c'est plus drôle que n'importe quel sketch. Mais vous vous rendez compte du monde, c'est fascinant. Oui, mais donc on fait une émission qu'entre mecs et on vous dit écoutez-nous bien parce que vous allez savoir ce qu'on veut. Je pense qu'on rigolera encore plus dans 50 ans quand on verra les plateaux télé, on regardera les plateaux télé d'aujourd'hui avec ce que disent les néo-féministes comme délire quand on dit par exemple que les sexes n'existent pas, que un homme et une femme c'est la même chose. Je pense qu'on en rigolera aussi beaucoup dans 50 ans. Bon, Eugénie Bastier est avec nous, Patrice Laffont, je le salue, je le répète, et nous allons commencer l'actualité avec ce qui, me dit Marine Lançon, vient d'être dit et qui va tous vous étonner. On va écouter puisque Monsieur Lecornu vient de dire qu'il n'y aurait pas de troupes au sol d'envoyer. C'est bien cela, donc là on est encore... Je croyais que rien n'était exclu. Donc il contredit le chef de l'État. Alors très précisément, il a dit des troupes combattantes, parce que vous savez que l'Élysée. Et vous voulez pas qu'on l'écoute en fait? Si, je veux tout ce que vous voulez. Je veux bien que vous pas soyez le porte-parole de Monsieur Lecornu, mais c'est peut-être mieux de l'écouter. C'était pas vraiment le sens de mon propos. Écoutons. Des hypothèses ont été mises clairement sur la table. Et pas des troupes au sol combattantes, comme ça a pu être dit ici ou là, puisque précisément lors de cette conférence de presse, le président de la République a dit qu'il n'y avait pas de co-belligérance. Néanmoins, entre le transfert d'armes tel que nous le connaissons aujourd'hui et la co-belligérance, c'est-à-dire la guerre directe avec la Russie, est-ce qu'on a tout essayé dans cet espace-là? Est-ce qu'il n'y a pas des chemins que l'on peut explorer? Et notamment des schémas ou des chemins de présence militaire pour du déminage, pour de la formation de soldats ukrainiens sur le sol ukrainien. Vous savez que plus l'Ukraine aura besoin de conscrire, c'est-à-dire de lever son armée, plus les besoins de massifier la formation seront importants. Bon, est-ce qu'il contredit, comme vous dites, le chef de l'État, ou est-ce qu'il est sur la même ligne? C'est-à-dire que pour rétropédaler, voyant que les Alliés ne suivaient pas Emmanuel Macron,
l'Élysée a expliqué, les conseillers du chef de l'État, qu'il ne parlait pas de troupes combattantes, parce qu'il a parlé de troupes, mais il dit bien rien n'est exclu, donc c'était le rétropédalage de l'Élysée. Et vous le savez, que c'était des ingénieurs, des techniciens, et que c'était pas des militaires avec des fusils et des casques. Mais c'est comme ça que tout le monde l'a compris. Donc il amende les propos du chef de l'État. Surtout, je suis désolé, hier, il disait quoi, Emmanuel Macron, au chef de parti? Pas de ligne rouge, pas de ligne rouge, pas de limite, quoi qu'il en coûte. Donc ils sont quand même pas totalement raccords, le ministre des Armées et le président de la République, malgré le rétropédalage de l'Élysée. Oui, il y a un désaccord, c'est évident. C'est ce qui change tout, Gauthier l'a rappelé, c'est le pas de limite. À partir du moment où il n'y a pas de limite, c'est-à-dire évidemment, vous pensez, s'il n'y a pas de limite, vous pensez... Non, mais il y a un problème avec la parole publique. On a parlé de Nicole Belloubet tout à l'heure qui dit... Sinon le contraire, mais en tout cas qui ne dit pas ce que disait Gabriel Attal il y a 3 mois. Et là, vous avez Monsieur Lecornu qui ne dit pas exactement la même chose que Emmanuel Macron. Mais ce qui s'est passé aussi ces derniers jours... compliqué. On parle de les troupes, on sait ce que c'est. Oui, mais la nouveauté, c'est pas simplement que les alliés ont prié Macron de retourner à l'Élysée. C'est simplement que les dirigeants ukrainiens, eux-mêmes, on dit qu'il n'était pas question d'avoir des troupes, c'est tout. Bon, en revanche, je voulais vous faire... On va pas envahir l'Ukraine, hein. Je voulais vous faire écouter parce que c'est toujours... Oui. Non, mais moi j'ai eu un participant et j'ai eu des échos de la réunion d'hier avec les chefs de parti. Il me disait, ils jouent pas les participants quand ils sortent de là en disant ils sont encore plus inquiets qu'en entrant dans la salle de réunion avec Emmanuel Macron. Parce qu'il paraît-il qu'il ne se rend pas compte qu'il est isolé, qu'il est seul à être sur cette ligne. Donc faut rien exclure par définition, comme le dit le chef de l'État. Donc faut rien exclure. Écoutez, je voulais vous faire écouter une archive, là encore, d'Emmanuel Macron en Russie, lorsqu'il était allé au Forum économique de Saint-Pétersbourg, où il échange avec Vladimir Poutine. Je trouve que on est en 2018, c'est formidable de voir cet échange, parce qu'il y a tout. Il y a aussi la volonté chez Poutine d'être avec les Européens. Bon. Et puis, il y a la réponse d'Emmanuel Macron. Et c'est extrêmement intéressant de voir cette séquence. Écoutez-la. Emmanuel vient de dire que l'Europe et les États-Unis ont des engagements communs, notamment en matière de sécurité, mais il ne faut pas avoir peur là-dessus. Nous allons vous aider. Nous allons assurer la sécurité. En tout cas, nous allons faire tout ce qui dépend de nous pour qu'il n'y ait plus de nouvelles menaces. Je pense que c'est dans cet axe qu'on doit réfléchir surtout. Quant aux questions de sécurité, je veux rassurer Vladimir. Je n'ai pas peur parce que la France a une armée qui sait se protéger de toute façon seule. Mais j'ai aussi mes devoirs à l'égard de reste des alliés européens. Et je pense que cette architecture de sécurité européenne que j'évoquais tout à l'heure, c'est notre responsabilité. Mais elle ne se fera pas en tournant le dos aux États-Unis d'une part, et elle ne peut pas se faire aux dépens d'autres États de l'Europe d'autre part. Et ça, c'est notre capacité à faire. Donc je n'ai pas peur, et je veux faire. Mais on a chacun notre bout du chemin. C'est bien dommage. Bien dommage. Moi, je trouve ça passionnant. Parce qu'on montre toujours les choses de manière manichéenne. Et là, vous avez Vladimir Poutine qui dit à Emmanuel Macron, on va vous aider sur la sécurité. Oui, alors... C'est ce qui pardonnez-moi, juste. Moi, j'essaye d'apporter des éléments. Vous avez raison, Pascal. Vous avez raison. Sauf qu'il y a deux choses qui me frappent dans la réponse d'Emmanuel Macron. C'est que, les États-Unis, pour l'instant, jusqu'à l'élection présidentielle, nous ont tourné le dos, puisque, en fait, ils ne financent pas le réarmement de l'Ukraine. Ça, c'est la première chose. C'est à cause du Congrès qui est bloqué par Trump. Je suis d'accord. Mais pour l'instant, les États-Unis sont... C'est pas Biden qui... Non, mais ils sont en apesanteur. Bon, première chose. Deuxième chose, il y a une petite initiative de Bruxelles pour essayer de fédérer un peu une Europe de la défense, mais ça reste très, 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 très embryonnaire, quand même. Et puis, troisième chose, quand le chef de l'État dit, et on a une armée solide, bon, c'est le chef des armées, il peut pas dire autre chose, mais on sait depuis que si on avait un conflit à haute intensité, on pourrait tenir une semaine. Donc, en fait, les trois éléments qu'utilise Emmanuel Macron pour dire merci de nous tendre la main, mais on peut se défendre tout seul, ils tiennent pas vraiment. Alors, on va écouter quelqu'un qui a le même patronyme que vous, qui s'appelle Revel, et qui était sur le plateau d'Apostrophe,
il y a 40 ans. C'est une émission, c'est pas une émission 100% archive que je fais, mais ce sont des éléments qui nous permettent de mettre en perspective parfois l'actualité et d'avoir, j'ai envie de dire, ce que dit Jean-François Revel va dans le sens de ce que pense Emmanuel Macron. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'équilibrer toujours le débat. Écoutez ce qu'il dit sur la position souvent munichoise des uns et des autres. On voit que pendant les 6 ou 7 années qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale, vous aviez en Europe et en France en particulier des pacifistes extrêmement convaincus, je cite plusieurs textes très importants d'Albert Bayet, d'autres, et même nos propres ambassadeurs à Berlin, qui étaient convaincus que c'était en faisant des concessions à Hitler qu'on allait le calmer. Et tous les raisonnements, c'était, on va lui laisser encore ça, comme ça, après, il nous laissera tranquille. Il digérera. Oui. Alors ça, c'est ce que vous appelez, d'ailleurs, vous avez un joli nom, c'est la capitulation prophylactique. Oui, c'est la concession préalable, la concession préventive, etc. Et ça, nous pratiquons ça sans arrêt. Eugénie Bastier. Oui, moi je trouve que la référence à Munich est c'est un peu le point Godwin de la géopolitique. Oui. C'est-à-dire qu'on l'utilise en permanence, comme si c'était la référence absolue. Et on oublie d'ailleurs beaucoup de choses, c'est que le vrai point de bascule, c'était pas en 1938, c'était en 1936, quand il y a eu la remilitarisation de la Rhénanie par Hitler. C'est là qu'on aurait dû réagir. Et à ce moment-là, on célébrait les congés payés par le Front populaire. Oui, mais ce que dit Revel, c'est dans l'esprit. J'ai pas fini. En 1938, pourquoi on cède à Munich? Parce qu'on n'a pas d'armée. On n'a pas une armée capable d'affronter Hitler. Donc c'est pas juste par lâcheté. Exactement. Mais non, c'est aujourd'hui qu'on a une armée. Non, mais c'est exactement ça. On a l'impression que c'est juste de la lâcheté des gouvernants. C'est aussi qu'il y avait des raisons objectives pour lesquelles on ne pouvait pas affronter Hitler. Joseph. On ne peut pas comparer cette situation à la situation des années, en effet, 36, 38. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que je renvoie à une grande enquête qui a été réalisée par le New York Times et qui est parue le 25 février dernier. Et qu'est-ce que montre cette enquête ? Cette enquête montre que depuis 2014, il y avait une douzaine de bases secrètes américaines installées en Ukraine et qu'ils ont formé les services secrets ukrainiens. Donc cet élément, nous renvoie, à ma connaissance, il n'y avait pas de base secrète française ou anglaise dans les années 36-38 en Tchécoslovaquie. Donc il faut arrêter ce mot munichois qui n'a aucun sens. Comparaison n'est pas raison. Un mot. Oui. La différence quand même entre 38, 39 et aujourd'hui, c'est qu'en 38-39, il n'y avait pas de bombe nucléaire. Ça n'a plus rien à voir. Oui. Nous vivons dans un monde différent qui repose sur la dissuasion, qui nous a permis de rester en paix depuis 1945. C'est là toute la différence. Bon, on rappelle effectivement... La différence, aussi, c'est que très clairement, la diplomatie américaine, depuis 2008, dit qu'il faut à la fois que la Géorgie et l'Ukraine intègrent l'OTAN. Ça aussi, c'est la grande différence. On rappelle M. Peskov, qui est le porte-parole du Kremlin, qui a dit Emmanuel Macron est convaincu de sa politique consistant à vouloir infliger une défaite stratégique à notre pays et il continue d'augmenter le niveau d'implication directe de la France. Vous avez M. Medvedev qui a dit Macron a déclaré il n'y a plus de ligne rouge, il n'y a plus de limite en matière de soutien à l'Ukraine. Cela veut dire que la Russie n'a plus de ligne rouge pour la France et il a conclu in hostem omnica licita, ce qui veut dire tout est permis face à l'ennemi. Là-dessus, François Hollande a tweeté. Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force. Nous devons montrer que nous sommes dans une totale solidarité avec les Ukrainiens et que nous leur apportons tout le soutien nécessaire sans nous-mêmes participer à quelque combat que ce soit. Et hier, on va voir le sujet de Régine Delfour, puisque la rencontre à l'Élysée a souvent inquiété ceux qui étaient présents. Écoutez. Après près de 3 heures de discussion avec Emmanuel Macron, les différents chefs de partis politiques ne cachent pas leurs craintes. Il a dit à plusieurs reprises qu'il ne fixait pas de limite dans l'action de la France en Ukraine et que, je cite ces termes, il fallait soutenir l'Ukraine quoi qu'il en coûte. Je ressors avec plus d'inquiétude encore parce que le président de la République ne semble pas vraiment prendre la mesure du risque que pourrait faire courir pour la France, mais pour le monde de manière générale, un entêtement dans cette voie militaire. Emmanuel Macron s'est montré inflexible. Certains dénoncent son irresponsabilité. Le président de la République dit clairement aux Français, aux forces politiques, que la position de la France a changé. Il n'y a plus de ligne rouge, il n'y a plus de limite. D'autres s'interrogent sur l'utilité de cette réunion. Et on peut surtout se demander
l'utilité, la pertinence des déclarations du président de la République. Enfin, beaucoup déplorent son entêtement stratégique. Je lui ai indiqué que les différentes positions qui ont été les siennes ces derniers jours, des positions de va-t-en-guerre qui n'excluaient plus l'envoi de troupes françaises en Ukraine, suscitaient l'inquiétude dans le pays et auprès des Français. Les débats au Parlement la semaine prochaine s'annoncent des plus agités. Et évidemment, les choses ont peut-être un peu évolué et on va rappeler avec vous, Gauthier, la déclaration de Monsieur Lecornu, puisque c'était avant, effectivement, que Monsieur Lecornu dise des choses qui modèrent peut-être la position française. Il dit pas de troupes militaires françaises au sol en Ukraine. Voilà. Pas de militaires armés qui combattent, de combattants. Et c'est important de le dire. Et Emmanuel Macron avait quand même dit à Prague, pas d'escalade, il y a 2 jours. Oui. Pas d'escalade. Donc on est en plein dans le en même temps, maintenant pas de ligne rouge, etc. Mais tout ça, il est 9h24, on va saluer Thomas Hill qui est là. Cher Thomas Hill. Absolument. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous allez bien sur Europe 1, on va vous écouter jusqu'à 11h. Merci, bonne émission.